Donc ça y est, on est en direct. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le thème la technologie au service de l'économie circulaire dans l'industrie. Pour rappel, on a prévu que le webinaire dure 1 heure, donc de 11 h à midi. Donc on va vraiment faire notre maximum pour que ça ne déborde pas. En attendant, est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat, en attendant que tout le monde se connecte, est-ce que vous voyez bien et est-ce que vous entendez bien? Le chat, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'outil Zoom, c'est l'onglet discussion qu'il y a en bas de la vidéo normalement. Ça peut être en haut, en fonction. Et voilà, mettre un petit message. Vous pourrez justement, via cet onglet discussion, à tout moment pendant le webinaire, poser vos questions et les intervenants y répondront à la fin. Le webinaire, il est organisé par ConnectWave et ce seront les experts de nos adhérents Storecom, EthiQuest et Primonde qui présenteront les avantages de la technologie RFID et IoT pour l'économie circulaire dans l'industrie. Avant de passer la parole à ces experts, je vais vous présenter brièvement ConnectWave. Alors, ConnectWave, c'est l'association des professionnels de l'IoT et de la RFID, l'association des entreprises actives autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés tout au long de leur cycle de vie. On fédère un réseau de 10 000 sociétés et donc 15 000 professionnels qualifiés dans l'IoT, les objets connectés. La nouvelle dynamique là, pour 2022, depuis le début de l'année, c'est la création de pôles régionaux, donc ConnectWave Île-de-France et ConnectWave Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant, et on est en train d'en déployer d'autres. Et ConnectWave, c'est aussi de nombreux services pour les adhérents. Excusez-moi. Des services d'action de communication pour booster la visibilité de nos adhérents, des services pour développer votre business et enfin des services qui vont pouvoir accompagner vos projets IoT. En tant qu'action de communication, pour booster votre visibilité, on vous propose des webinaires bimensuels comme celui-là, des newsletters hebdomadaires, des mises en avant sur des articles, par exemple, sur notre site web, des relais sur nos réseaux sociaux, des interviews vidéo, etc. En développement business, mais vous pourrez avoir des tarifs préférentiels pour participer aux événements clés, comme Global Industries, le CIDO, ce genre de salon. La diffusion d'appels d'offres, la mise en relation business et des afterworks de networking que l'on fait en région et sur Paris. Et enfin, pour les services accompagnement de projet, on propose de la formation en IoT et RFID, de l'accompagnement de projet et de l'accompagnement dans des stratégies marketing et commerciales que vous pouvez mettre en place. Passons maintenant au cœur du sujet de ce webinaire. Et pour ça, je vais laisser la parole à Ludovic Paquet, directeur commercial de Primonde. Merci Mélanie, bonjour à tous et à toutes. Je vais tenter de partager mon écran avec vous. De façon à ce que vous puissiez voir ma présentation. Voilà. Alors, en principe, ça doit fonctionner. On n'a pas encore le plein écran. Ah, alors, pas le plein écran. Voilà, en principe, ça devrait être le cas.
Oui, c'est bon, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc en effet, donc, je suis Ludovic Paquet, directeur commercial de Primo1D. Nous sommes une jeune entreprise. Je vais me permettre de nous présenter très brièvement, de façon à introduire le sujet qui nous préoccupe ce matin. Nous avons une entreprise qui est une entreprise industrielle, puisque nous concevons et nous produisons des tags RFID sous forme filaire, qui est un facteur de forme tout à fait unique sur le marché. Nous sommes une spin-off du CEA de Grenoble. On profite d'un grand centre de recherche français. Donc, nous avons aussi ici à Grenoble un écosystème important en microélectronique et en termes d'innovation. Nous disposons d'une technologie qu'on appelle eFERD, qui est une plateforme RFID que je vous présenterai tout à l'heure très brièvement. Le sujet n'est pas uniquement de présenter notre solution, mais enfin, c'est intéressant de savoir quand même comment on peut répondre aux enjeux de l'économie circulaire, notamment dans le domaine de l'industrie. Voilà, nous sommes 23 à ce jour et nous avons encore, si vous avez l'occasion de regarder nos postes de recrutement, des postes ouverts, j'en profite, vu la période à laquelle nous sommes, très difficile. Donc, nous recrutons à la fois des ingénieurs et également un responsable marketing. Voilà pour la présentation de Primo1D. Notre vision, c'est vraiment de pouvoir connecter des objets du quotidien à l'Internet des objets. Donc, quand on parle d'objets, c'est tout ce qui va concerner les objets, par exemple, industriels comme des pneus, des câbles, toute pièce qui pourrait supporter de la RFID et qui sert à tracer ces objets-là. Et puis, on a un autre marché qui est celui du textile, où on peut évidemment tracer les vêtements pour la mode, la grande distribution, ou pour également les vêtements de travail, qui est un de nos autres marchés. Donc, notre mission, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée à travers de nouvelles applications, de nouveaux usages. L'économie circulaire en fait partie. Et nous, on est vraiment embarqué dans la matière de nos clients, donc dans les produits, au cœur des produits. Et on propose également une gamme de services pour faciliter l'intégration de ces produits. Quels sont les moteurs de l'économie circulaire pour les industries? Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont à la fois sociaux et business. Ce qu'on peut constater dans notre économie aujourd'hui, c'est que les acheteurs sont des acheteurs qui sont de plus en plus exigeants dans leurs actes d'achat, je dirais. Ça incite l'ensemble des marques industrielles à être plus responsables et à pratiquer également une transparence au niveau des modes de production. Et puis également, ça incite ces marques à mieux informer sur les matériaux qui sont utilisés. Ça fait de la différence aussi quand on met en place cette transparence. Et cette différence facilite le choix des acheteurs. Je dirais que il y a un contexte aussi de nouveaux modèles d'affaires. On propose des produits comme un service. On propose de la réparation, on propose d'intervenir en maintenance sur les assets industriels de plus en plus. Il y a évidemment des cas d'usage liés à la seconde main ou à la location qu'on a tous en tête. Et ces modèles d'affaires, ces nouveaux modèles d'affaires,
facilite la prolongation de vie des produits. Ça permet aussi de fidéliser les clients. Et pour faire ça, eh bien, il faut des technologies qui, à mon sens, sont aujourd'hui matures, comme la technologie RFID, pour traquer ces articles qui sont donc dans ce nouveau modèle d'affaires. Et en contribuant à la digitalisation de ces opérations, la technologie RFID, notamment embarquée, dont je vais vous parler tout à l'heure, propose un suivi sécurisé et durable du cycle de vie des produits industriels. Alors, ça permet aussi, et ça c'est intéressant, aux entreprises de disposer d'outils technologiques au service de leur politique de développement durable, en utilisant des technologies aujourd'hui matures. Donc, toutes les politiques RSE qui intègrent aujourd'hui une part notamment d'intention de recyclage ou plus généralement d'économie circulaire. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la traçabilité et la transparence qu'on peut avoir grâce à un tag RFID sécurisé et durable est bénéfique pour tout ce contexte social et business. Il y a aussi un point que je peux rajouter, Mélanie, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vais essayer d'aller assez rapidement, mais il y a un point que je peux rajouter aussi autour d'un contexte de régulation au niveau Europe, bon, bien sûr France, mais au niveau Europe, il y a ce fameux pacte vert européen qui a déjà démarré il y a quand même 5, 6 ans, 7 ans maintenant, pardon, qui est un axe de régulation assez fort. Je dirais que la transition que souhaite la Commission européenne vers une économie circulaire, ça vise quand même à réduire la pression qu'exercent les industriels sur les ressources naturelles. Ça vise aussi à créer des nouveaux emplois et une croissance qui est plus durable. Et c'est une condition pour atteindre aussi les objectifs dont on parle régulièrement dans les médias de neutralité climatique à l'horizon 2050 au niveau France et Europe, bien sûr, pour avoir le moins d'impact possible sur la biodiversité. Bon, ceci dit, ces plans d'action qui sont assez longs à mettre en place malgré tout, engagent des initiatives autour du cycle de vie de produits. On parle aussi d'éco-conception pour minimiser l'impact de ces produits sur l'environnement. Et on vise aussi avec ce pacte vert européen à garantir que les déchets soient évités au maximum, et puis elle introduit des mesures législatives et parfois juste des incitations au niveau européen. Ça concerne aussi beaucoup de produits, comme là je vous le montre. Il y a vraiment un champ d'application très divers. Ça va, vous voyez, de l'électronique en passant par les batteries, le packaging, tout l'alimentaire, les textiles, sur lesquels je peux, si plus tard vous souhaitez qu'on discute, vous en parler. Voilà, c'est assez vaste. Et donc, quand même, il y a un contexte de forte incitation de trouver des solutions pour une meilleure économie circulaire. Et ça, il faut le tracer. Et donc, on va passer d'un modèle linéaire qui consiste aujourd'hui à extraire, à fabriquer, utiliser et jeter, qui incite pas suffisamment les producteurs à rendre des produits plus circulaires. On va passer de ce modèle-là, qui est, je dirais, l'ancien modèle, à un modèle plus vertueux autour de l'économie circulaire dans l'industrie, qui va être une amélioration de la durabilité des produits, une capacité à réutiliser des produits,
de le faire évoluer et donc de faciliter son recyclage et la refabrication. Donc, ça veut dire que sur toutes ces étapes du cycle de vie, il va falloir tracer ces fameux articles industriels et donc donner de l'information sur son état, son statut, son utilisation, pourquoi pas sa composition. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que je fais une pause maintenant ou est-ce qu'on prend les questions à la fin Eh bien, là, je peux te poser une question. Quelles seraient pour toi là où les technologies IoT adaptées à la sécurité de la traçabilité en industrie? Pour nous, c'est une des technologies qui répond bien à ça. Je vous le disais depuis le début, c'est la technologie RFID et particulièrement la technologie RFID embarquée, parce qu'on ne peut pas enlever le tag une fois qu'il est intégré. On peut évidemment rendre muette la puce pour qu'elle ne nous donne plus d'identifiant, mais en suivant tout le cycle de vie du produit avec un tag embarqué, ça assure une sécurité de collecte de la data à toutes les étapes. Donc, je fais juste la promotion 2 minutes de notre solution, mais en ce qui nous concerne, donc la technologie FRED dont je vous parlais tout à l'heure est basée sur une micro-encapsulation, je dirais, de circuits électroniques sous forme de fils que vous avez là à l'écran. Nous, on prend une puce du marché, on la connecte directement sur notre fil et ça donne un ensemble si petit qu'on peut l'intégrer dans les différentes matières dont je vais vous parler. Mais c'est extrêmement résistant à tout ce qui est produits chimiques ou même des endurances, enfin des frictions mécaniques, à des températures également assez importantes d'utilisation dans la matière. Et donc, ça permet d'être embarqué dans les produits et de donner l'information tout au long du cycle de vie. C'est une technologie qui, à mon sens, est très très intéressante pour les industriels qui souhaitent tracer les données et numériser, je dirais, des opérations par rapport à des technologies existantes. On a quand même un certain nombre de bénéfices. On connaît tous le code à barre. Il faut évidemment que l'étiquette soit visible. Donc, quand on est en fin de vie d'un produit, après son usage, après son utilisation, sa réparation, on n'a peut-être plus la bonne étiquette sur le bon produit. La NFC est pas tellement adapté à l'industrie, puisque là, vous allez avoir une distance de lecture plus faible et c'est plutôt axé sur une interaction avec le consommateur. Puis, il y a la RFID UHF. Donc, oui, pardonnez-moi, j'ai pas précisé, mais je parle de RFID UHF. Attaché, ça c'est intéressant. On peut perdre l'information quand même. C'est pour ça que nous, on parle plutôt de RFID embarqué, non détachable, et qui peut activer également toutes les notions autour du passeport numérique, qui va permettre de récolter de la donnée sur l'asset, sur l'article industriel, tout au long de son utilisation et jusqu'à son recyclage. Pardon. C'est une notion qui est aussi dans l'esprit de nos commissaires européens, cette question de passeport numérique. Donc, pourquoi on parle de RFID embarqué et je pense que je m'arrêterai là sur notre solution. En fait, il y a pas mal de solutions qui existent déjà, mais disons que pour nous, être intégré à l'intérieur d'un produit, c'est clé.
ça doit être non détachable, je vous le disais tout à l'heure. Également, ça doit résister aux contraintes d'intégration, aux contraintes mécaniques, évidemment au nettoyage, aux hautes températures. Un tag embarqué, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas intrusif dans la matière, donc qui ne gêne pas son utilisation, qui ne gêne pas sa fabrication, évidemment. Et enfin, qui a une empreinte carbone assez faible. Et comme nous sommes composés essentiellement de textiles et de silice, je pense qu'on a tous ces atouts. Voilà. Je peux vous parler de cas d'usage si, Mélanie, il y a d'autres questions, ou est-ce que on enchaîne sur les... C'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas encore de questions dans le chat. Ok, d'accord, très bien. Les cas d'usage qu'on déploie aujourd'hui et dont je peux vous parler sont par exemple les cas d'usage liés à la traçabilité des pneus. Donc la RFID UHF et la technologie normalisée pour l'industrie du pneu aujourd'hui. La plupart des grands fabricants utilisent cette technologie dans un contexte de traçabilité, par exemple en production, pour s'assurer également qu'on assemble le bon pneu avec la bonne jante. Il y a aussi des conditions d'utilisation en termes de management de retour de stock. Donc, cet identifiant unique embarqué dans le pneu permet de générer une traçabilité tout au long du cycle de vie du pneu. Bien entendu, des utilisations traditionnelles de la RFID comme l'inventaire et la gestion de stock. En fleet management, c'est aussi extrêmement intéressant pour connaître à la fois le nombre de pneus et l'association avec le véhicule loué, par exemple, mais également l'endroit où se trouve le pneu sur le véhicule. Puis, il y a des nouveaux usages dont on commence à parler autour de la traçabilité des opérations de maintenance, je dirais de rechapage également, qui semble intéressant pour cette industrie-là, et la fin de vie, donc collecter de la donnée sur la matière première et faciliter, un peu à l'instar du textile, faciliter son tri au moment du recyclage. Donc on est vraiment à la fin du cycle d'utilisation pour soit refaire de la matière première, soit c'est une consommation de pneus énergétique, donc on brûle un pneu par exemple, et tout ça en traçabilité. Voilà. Il y a quand même un intérêt pour ce marché sur l'utilisation de la RFID embarquée, puisque les 5 majeurs ont constitué une association qui s'appelle le GDSO là en janvier dernier, qui est une association internationale donc sans à but non lucratif, qui promeut le management de la donnée issue de la collecte de données, alors pas que RFID, mais de l'identifiant, et qui a déjà cette notion de passeport numérique. Merci Ludovic. On pourra revenir là-dessus ensuite, mais on va peut-être donner la parole à Maud, si ça te va. Oui, voilà, absolument. Alors, Maud Benoît, ingénieur d'affaires techniques et RFID chez EthiQuest, c'est à toi. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Merci. Donc, je suis Maud Benoît de la société EthiQuest et je suis ingénieure d'affaires techniques et RFID. Et donc, je vais vous présenter d'abord l'entreprise brièvement, puis vous parler un petit peu des contenants alimentaires qui sont réutilisables et les avantages de la RFID si on l'intègre à tout ça. Alors, EthiQuest, nous sommes concepteurs et fabricants d'étiquettes français, on est situé en Vendée. On a 35 ans et on est spécialisé vraiment dans la conception et la réalisation d'étiquettes, mais très diverses. Elles peuvent être aussi bien vierges, imprimées, plutôt standard,
ou alors plutôt techniques. Vraiment, elles vont apporter une fonctionnalité au produit sur lequel elles sont appliquées. Donc là, on peut avoir tout à fait des étiquettes, par exemple, en métal, en mousse, ou des étiquettes d'isolation pour plutôt les secteurs, par exemple, automobile, luxe, électronique, etc. On va aussi avoir des étiquettes d'ouverture-fermeture, comme vous voyez sur l'emballage. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir, se servir et pouvoir refermer. Donc là-dessus, on travaille beaucoup avec l'agroalimentaire, mais pas que. Et aussi, bien sûr, on a des étiquettes RFID. Donc là, on est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être UHF, NFC et HF. Et en fait, l'idée, c'est de dire, vu qu'on est concepteur, on va vraiment travailler sur mesure. On a quelques produits standards, mais vraiment, notre objectif, c'est de proposer un produit qui va répondre exactement à vos contraintes. Que ce soit en termes de format, en termes de construction, en termes d'impression, de capacité mémoire, peu importe. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux contraintes de votre projet. Et en dernier lieu, on fait aussi quelques étiquettes pour le médical, les planches notamment pour les pharmacies, les hôpitaux. Donc voilà, EthiQuest, l'idée c'est d'offrir aux industriels des solutions pour vraiment faciliter, optimiser l'identification et la traçabilité de leurs produits. Et voilà, pour cela, on travaille dans différents domaines. On peut être aussi bien à l'armée, faire des forfaits de ski, faire des contrôles d'accès, faire plutôt des étiquettes marketing aussi. Voilà, il y a plein de choses. Venons-en au fait. Donc, concernant les étiquettes pour tout ce qui va être traçabilité de contenants réutilisables, il y a plusieurs types. L'image du haut à droite, on va plutôt être sur les contenants alimentaires, dont on va discuter plus en profondeur après. Mais si on reste vraiment dans l'industrie, quelle que soit l'industrie, automobile, aéronautique, ou vraiment quelconque, il y a très souvent, même retail, il y a vraiment des bacs, souvent plastiques, qui peuvent être réutilisés, qui vont tourner entre sites, qui vont tourner pour aller potentiellement chez des clients, chez des fournisseurs, et potentiellement aussi même à l'intérieur d'un même site, ceux qui vont être stockés dehors, ceux qui sont en attente de lavage, etc. Et l'idée, ça va être de les tracer pour toujours savoir où ils sont, à quel état ils sont, est-ce qu'ils sont avant lavage, après lavage, est-ce qu'ils sont pleins, est-ce qu'ils sont presque vides. En fait, l'idée, ça va vraiment être de faire de la traçabilité des bacs plastiques. Et là-dessus, comme vous voyez un petit peu sur le bac gris, on peut proposer plein de solutions. Il y a toujours le format qui va convenir à l'application. Donc voilà, après, on passe donc aux contenants plutôt alimentaires réutilisables. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que Ludovic en a déjà bien parlé, mais il y a eu tout récemment la loi AGEC et vraiment on en entend beaucoup parler, donc la loi sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc, juste en un mot, en fait, un des objectifs, ça va être d'éliminer le plastique jetable en France d'ici 2040. Donc, forcément, tous les industriels sont un petit peu sur le front pour essayer de trouver une solution au plus vite et enlever cette épine du pied. Alors, quelques définitions pour bien comprendre, parce que la réutilisation, c'est assez vaste. Il y a réutilisation, réemploi, recyclage. Quelle différence? Donc, la réutilisation, en fait, vous réutilisez un objet, une matière, mais pour faire autre chose. Vraiment, c'est pas son but premier. Par exemple, mais si on prend un pull, bon bah, on va en faire, on le défait, on en fait une couverture. Ou alors, voilà, comme j'ai écrit, des palettes qui deviennent ou des salons de jardin, ou voilà, une table basse. C'était pas du tout l'objectif premier, mais bon, c'est réutilisé et puis finalement, c'est un déchet de moins. Le réemploi, pour le coup, on reste vraiment dans la même lignée. On a un vêtement, on le met plus, on le vend sur Vinted et du coup, après, il est réutilisé, réemployé par quelqu'un d'autre. Donc là, on reste vraiment sur le même objectif. Et en dernier, le recyclage, c'est vraiment, je pense, celui qui est le mieux connu. L'idée, ça va être de récupérer la matière première d'un objet pour après refaire quelque chose d'autre. Donc vraiment transformer cette matière. On va rester après sur la même matière, mais une bouteille plastique ne redeviendra pas une bouteille plastique. Elle peut devenir, voilà, un fauteuil de jardin ou autre chose. Donc voilà pour ça. Donc, concernant le cycle donc des contenants alimentaires, on a plusieurs clients qui sont là-dedans et je vais vous expliquer après la différence entre ces trois noms qui sont cités, Cycléo, les boîtes nomades et Berny. Mais comprenons déjà le concept. L'idée, c'est qu'il y a des contenants réutilisables, comme vous en voyez sur les photos, chez les commerçants.
Les commerçants qui peuvent être plutôt petits commerçants au centre-ville ou alors plutôt grande surface. Donc, les commerçants ont les contenants et l'idée, c'est que le consommateur vient, il demande à ce qu'on utilise un contenant réutilisable qui est rempli directement par le commerçant et il lui facture la consigne. Donc, en général, il y a des comptes qui sont débités automatiquement pour ces marques-là. Donc, après, le consommateur part avec tout ça chez lui et il va consommer, prélaver un petit peu le contenant. Éventuellement, il peut même le réutiliser chez lui pour s'en servir, pour mettre ses lasagnes pour le déjeuner du lendemain, ou voilà, peu importe. Il en fait un peu ce qu'il veut. Puis bon, au bout d'un moment, le but, c'est quand même que ça tourne. Donc, il va rapporter le contenant auprès du commerçant ou d'un autre, hein, pour vraiment que le commerçant, faut juste qu'il fasse partie de la chaîne, finalement, des partenaires de ces sociétés-là. Après, quel que soit le commerçant, finalement, peu importe. Donc, il rapporte le contenant et le commerçant va lui restituer sa consigne automatiquement. Et après ça, le contenant va être récolté par la société pour partir en lavage industriel. Et une fois qu'il est bien propre, il repart chez un autre commerçant. C'est vraiment l'idée d'avoir un cycle. Donc, quelle différence finalement entre Cycléo, les boîtes nomades et Merdy? Personne n'est sur le même secteur vraiment finalement. Il y a une énorme effervescence à ce sujet-là. Donc, ils sont tous sur des contenants pour des plats alimentaires vraiment à consommer. Donc, Cycléo, lui, il oriente vraiment ses produits vers les commerçants de centre-ville. Voilà, vous allez chez le boucher, chez le charcutier, chez le fromager. Là, vous pourrez avoir les contenants Cycléo. Et donc, l'idée, c'est ce cycle-là. Oui. Donc, voilà. Après, vous avez les boîtes nomades où là, en fait, l'idée, c'est d'être plutôt sur la restauration à emporter. Donc, plutôt que d'avoir toujours les emballages jetables, vous allez donc chez un restaurateur qui est partenaire boîte nomade et comme ça, il vous donne ces plats de restaurant dans des contenants réutilisables que vous pouvez après rapporter. Les boîtes nomades, par exemple, ça sort un peu du lot. Elle fait aussi des contenants pour les pizzas. Et un dernier, Bernie, lui, il est vraiment orienté plutôt grande surface, mais plutôt c'est un distributeur de la grande surface. Et l'idée, c'est que c'est rempli en grande surface. Après, rapporté avec un opercule chez le client, il a plus qu'à enlever l'opercule, il consomme, il prélave, et puis il remet ça après, souvent auprès des grandes surfaces en direct, à l'accueil. Donc voilà les différences entre ces trois clients-là et un petit peu les différences de concept. Et donc, quel intérêt de la RFID pour tous ces contenants réutilisables que finalement, ils soient juste des bacs comme j'ai mis là, ou alors des bacs plutôt des contenants alimentaires. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, forcément, la RFID, elle fiabilise les stocks, on sait en temps réel où est tel bac, où il en est dans le cycle. C'est un énorme gain de temps et on minimise aussi le risque d'erreur parce que c'est un scan en fait qui est automatique. Dans les sociétés là qu'on a mentionnées avant, souvent, par exemple pour Cycléo, le commerçant va avoir une tablette fournie par Cycléo, mais il va devoir scanner le QR code du client pour sa carte, sa consigne et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que si jamais il y avait, on peut imaginer une petite antenne comme des cartons à la caisse, une antenne juste à l'entrée du magasin, voilà, on sait tout de suite en fait quel est le bac qui est revenu, on peut savoir qui l'a restitué puisqu'on sait aussi qui l'avait emprunté. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps. Ça facilite en fait toute la gestion, ça automatise un petit peu pour tout le monde, même pour le lavage, voilà. Et donc ça fiabilise vraiment le processus dans son ensemble. Voilà, en fait, la RFID, elle apporte gain de temps, gain d'argent forcément, une fiabilisation. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est durable en fait, parce qu'on peut proposer forcément, on connaît nos matières et nos produits, donc on va proposer l'étiquette qui va tenir le plus longtemps. Donc voilà à ce sujet-là. Et puis je vous remercie pour votre attention et puis je vais laisser la parole à Marie-Hélène qui est directrice marketing et commerciale chez Stockholm, donc qui va mettre en place un peu tout ça chez les clients. Merci Maud. Alors, je ne sais pas si Mélanie, tu souhaitais d'abord poser des questions peut-être à Maud ou plutôt à la fin, comme tu souhaites. On posera les questions à la fin, si ça te va. Ok, très bien. Alors, j'enchaîne sur la présentation Stockholm. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Alors, ça y est, plein écran, c'est parfait. Merci. C'est parfait.
Donc, je vais essayer de compléter un petit peu tout ce qui a été dit à la fois par Ludovic et par Maud, puisqu'on a déjà bien, je dirais, dégrossi le sujet sur la partie économie circulaire, et d'essayer d'ouvrir un peu vos horizons, parce que j'imagine que dans l'auditoire, il y a des secteurs d'activité assez divers, et j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que justement, vous vous posez déjà la question de l'économie circulaire, donc c'est déjà plutôt pas mal, c'est que c'est déjà un sujet qui vous implique et sur lequel vous voulez vous positionner, donc c'est déjà une très bonne chose. Donc en fait, nous, Société Storecom, pour représenter rapidement ce qu'on fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous, on est intégrateur de solutions IoT, donc RFID, IoT, et notre métier à la base, c'est effectivement d'accompagner nos clients dans la mise en place de solutions qui vont leur permettre de faciliter leur process, d'optimiser leur process, et bien entendu, depuis l'origine d'ailleurs de la société, puisqu'on existe depuis 2004, on est très impliqué sur les sujets environnementaux, éco-responsables. Donc, ça fait partie de notre ADN. Dès le départ, un des premiers produits qu'on avait conçus, c'était justement pour gérer le gaspillage alimentaire. Donc, comme quoi, voilà, on était déjà sur ces sujets-là. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment sur cette tendance, on voit bien hein, que tout le monde se préoccupe de ces sujets environnementaux. Et notre objectif, c'est d'aider nos clients et d'accompagner nos clients dans cette démarche de RSE, d'une part, et effectivement, dans le développement de l'industrie éco-responsable, puisqu'on travaille, nous, pour l'industrie d'une manière générale, hein, et d'ailleurs pour des secteurs d'activité assez divers. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est commun à tous les secteurs d'activité aujourd'hui, et tant mieux, hein, je dirais, de se préoccuper de ces aspects-là. Et de se dire, il n'y a pas que la transformation digitale, il n'y a pas que l'industrie 4.0, 5.0, mais il y a aussi à prendre en compte ces enjeux-là. Et du coup, ça va impacter effectivement tous les aspects de la conception du produit jusqu'à la fin de vie. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Et notre objectif, puisque nous, on propose des solutions globales de traçabilité, d'identification, de gestion des flux d'une manière générale, c'est d'accompagner nos clients pour finalement les aider à accélérer sur cette démarche et trouver finalement les bons leviers pour mettre en place ce type de solution. Donc, juste pour rappeler, nous, effectivement, notre métier, c'est à la fois d'amener des solutions, typiquement RFID, IoT, pour capter des données par rapport à l'activité. Et ensuite de proposer toutes les solutions logicielles qui vont permettre de le gérer. Donc, on travaille notamment avec EthiQuest en particulier sur la partie étiquette, notamment pour l'agroalimentaire, pour toutes les gestions de contenants réutilisables. C'est un de nos partenaires et effectivement, on va aller trouver les bonnes solutions en termes d'identification en fonction de l'application et mettre en place toute la solution de gestion des données qui va permettre justement, une fois qu'on a ces données-là, de travailler sur l'optimisation des flux, l'optimisation de la durée de vie des produits, etc. Donc, effectivement, je vais vous balayer un petit peu pour compléter ce qui a été dit auparavant. Les secteurs et un peu différents secteurs qui peuvent être impliqués, on va voir qu'en fait, il ne faut pas hésiter à vraiment réfléchir à son activité et à voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces aspects-là. Et l'économie circulaire, ça peut intervenir à plein de niveaux. Donc là, on va se concentrer sur la partie vraiment industrie au sens, voilà, dans la production, dans la gestion du cycle de vie. Mais effectivement, ça peut toucher aussi, par exemple, les aspects communication. Hein, on le voit sur les salons, il y a énormément de déchets qui peuvent être générés. Il y a aussi des logiques d'économie circulaire qui peuvent être abordées sur ces aspects-là. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est vraiment d'amener des solutions. On est sur des solutions IoT qui doivent faciliter d'une manière générale. Là, c'est vraiment amener des solutions qui vont permettre de standardiser des modes je dirais, de gestion. Et notamment, par exemple, on va parler de circular supply chain. Donc, faciliter en s'appuyant justement sur les technologies IoT, puisque finalement, on voit bien hein, dans les deux présentations qu'on a eues avant, que le cœur, c'est de venir identifier le produit, identifier ce qu'on veut tracer pour être capable de le suivre, de connaître son cycle de vie. Et donc, la traçabilité, là, c'est vraiment au cœur de la logique d'économie circulaire. Donc, on va s'appuyer sur cette identification pour ensuite, effectivement, récupérer de la donnée et être capable de l'exploiter, optimiser et finalement développer. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de nos clients qui finalement développent de nouveaux modèles économiques sur cette base-là. Ludovic l'a abordé, hein, effectivement, on est vraiment sur une refonte, repensée de nos modèles économiques et finalement la mise en place de modèles d'économie circulaire va permettre pour certains de développer de nouveaux services auprès de leurs clients. Et du coup, ça ouvre vraiment un grand champ des possibles au niveau de ce type de solution.
Donc, vous le savez peut-être sur ceux qui nous connaissent, on aime bien montrer des exemples et des cas d'application. Donc, je vais essayer de vous balayer, alors je n'aurai pas le temps d'en faire beaucoup, mais d'essayer de vous balayer vraiment des secteurs d'activité un peu différents sur lesquels on a ce type de démarches qui peuvent être mises en place et comment voilà, ça s'inscrit dans ces différents secteurs. Donc, on l'a dit, le secteur textile est vraiment un des pionniers hein, sur ce type de démarche, puisqu'effectivement, ça fait très longtemps qu'on identifie les textiles. Et là, aujourd'hui, on voit une vraie tendance, nous, chez nos clients, puisqu'on est effectivement sur ce secteur d'activité, sur le fait de pouvoir mieux tracer les vêtements pour une logique, justement, de seconde main, de réemploi, d'optimisation de la durée de vie, mais aussi de traçabilité aussi des matériaux. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir identifier un textile, on va pouvoir amener de l'information complémentaire, pas uniquement se dire, bah voilà, c'est tel type de vêtement, mais savoir toutes ces données de fabrication pour après justement pouvoir optimiser le réemploi, le recyclage. Donc, toute cette traçabilité qu'on va pouvoir intégrer grâce aux technologies RFID va permettre vraiment d'exploiter et d'avoir une vraie visibilité sur le cycle de vie du produit et sur l'optimisation de ce cycle de vie. Et un point important, c'est effectivement, on voit ce marché de la seconde main qui se développe énormément hein, dans le secteur textile, qui est quand même qui est très, très impactant en termes d'environnement. Et du coup, il y a une logique de tri automatisé qui va se mettre en place, de se dire, bah, finalement, on va vouloir facilement retrouver, alors d'une part pour les marques, être capable d'identifier par exemple et de retracer des produits pour pouvoir les remettre en circulation auprès de leurs clients, mais aussi de pouvoir finalement faciliter le tri de tous ces vêtements en automatique sur les filières de recyclage. Et là, c'est vrai que grâce à la technologie RFID, on le sait par rapport aux logiques de lecture en masse, ça va permettre d'intégrer des systèmes complètement automatiques pour pouvoir faciliter le tri et optimiser finalement après le recyclage, la réutilisation et le réemploi. Donc là, sur cette partie automatisation, on va vraiment pouvoir exploiter tout le potentiel en fait de la technologie RFID, en l'occurrence UHF, hein, là, parce qu'effectivement, quand on veut faire du tri automatique de la lecture en masse, on va être plutôt sur du UHF et dans le textile, c'est ce qui se déploie. Donc effectivement, ça va être un des sujets majeurs qui est en train de se mettre en place. Un autre secteur, donc Maud a évoqué, donc je ne vais pas trop approfondir, mais oui, on travaille souvent avec EthiQuest sur ces sujets-là, et moi aussi, je suis convaincue comme EthiQuest que la consigne et tous ces aspects-là sont en train de revenir, on le voit, c'est le retour de tout ce qui est emballage recyclable, et notamment par rapport aux obligations réglementaires, mais aussi par rapport aux consommateurs qui s'impliquent dans ces sujets-là. Donc, on est aussi impliqué sur ces sujets parce qu'on va pouvoir mettre en place des étiquettes qui vont résister à toutes ces contraintes de lavage ou notamment passage au micro-ondes hein, que EthiQuest est capable de fournir et pour pouvoir répondre à cette logique de cycle et de supprimer tout ce qui va être emballage jetable pour aller plus vers une logique de zéro déchet. Donc ça, on voit vraiment une tendance aussi auprès des consommateurs d'aller vers ce type de solution. Et il est vrai que la technologie RFID s'applique vraiment en termes de pérennité de l'identification et en termes après de suivi. Alors bien entendu, hein, sur tous ces éléments-là, quels que soient les secteurs, à chaque fois, on a tous les apports derrière de la RFID pour la partie inventaire, pour la partie gestion des stocks. Donc de toute façon, voilà, une fois qu'on a l'identification, il y a beaucoup d'aspects qui vont être bénéfiques ensuite, mais il y a aussi toute cette logique de réutilisation et de réemploi derrière. Donc, une fois qu'on a balayé un peu ces deux sujets qu'on connaît assez bien, le textile, l'agro, je vais ouvrir encore un peu toujours un peu dans l'agroalimentaire, mais plus spécifiquement dans le secteur vin et spiritueux, qui est un secteur dans lequel nous, on est très présent, et où on voit arriver aussi des logiques de réemploi. Donc, il y a par exemple la société EcoImpact, que vous connaissez peut-être, qui se positionne sur justement le fait de pouvoir recycler les bouteilles et pouvoir les réutiliser. Et il y a même des volontés quelque part d'essayer de revenir à cette idée d'avoir une bouteille unique pour un type de produit et de pouvoir justement avoir vraiment une logique au niveau filière de réemploi et de réutilisation. Donc, ça existe pour le verre et justement, EcoImpact travaille aussi sur la partie liège, bouchon, etc. Donc, il y a plein de démarches qui sont en train aussi de se mettre en place à ce niveau-là. Et d'une manière générale, hein, le secteur de l'emballage et en particulier dans le secteur vin et spiritueux se préoccupe beaucoup de la notion de réduction des déchets, de réduction d'éco-conception des emballages. Donc, c'est des sujets où nécessairement la traçabilité de la même manière va permettre d'optimiser l'identification, la traçabilité et d'être capable aussi après d'avoir une logique de réemploi et de réutilisation.
On reste dans le secteur vin et spiritueux, mais finalement, on a parlé de la bouteille connectée, mais il y a aussi ce qu'il y a en amont. Et moi, j'ai vu des cas justement assez intéressants, puisque nous, on propose des solutions qui permettent de tracer les fûts, donc de tracer effectivement toute la durée de vie du produit, la conception du produit au sens élaboration produit. Et effectivement, on positionne des tags sur les fûts qui vont permettre de suivre tout le cycle de vie du fût, à la fois sur ses opérations de maintenance, réparation, mais aussi par rapport au liquide qui va passer dedans. Et en fait, il y a des tonnelleries qui se positionnent justement sur ce secteur-là pour pouvoir finalement réutiliser et revendre des fûts pour les mettre à disposition d'autres maisons qui vont utiliser ces fûts pour d'autres produits et d'autres vieillissements. Et en fait, le fait d'avoir une traçabilité du fût sur ce qui est passé comme liquide dedans va valoriser aussi le produit, puisqu'effectivement, en fait, quand vous faites du vieillissement, en fonction du type de produit qui est passé dans le fût, effectivement, ça va donner d'autres caractéristiques au produit que vous allez faire vieillir dans ce fût. Donc, tout ça donne de la valeur aussi au produit. Le fait d'avoir toute cette traçabilité va donner de la valeur au produit au niveau de son réemploi. Donc après, la difficulté dans ces secteurs-là, c'est le partage des données. Et ça, je pense que c'est global par rapport à tous les secteurs. C'est de se dire, est-ce que les maisons, etc., vont accepter de transmettre toutes ces données qu'elles tracent sur la durée de vie, eux, de leurs produits, quand ils vont les remettre en vente et les remettre en circulation, d'ouvrir en fait cette traçabilité pour donner accès. Après, on peut aussi utiliser dans des logiques de sécurisation les aspects blockchain pour finalement garder une sécurisation et en même temps pouvoir transmettre. Mais cette logique de partage des données est très importante aussi. Alors, je continue un peu pour ouvrir aussi les horizons. Donc ça, c'est clairement un sujet sur lequel nous, on est positionné, c'est toute la logique de circular supply chain et la gestion des contenants retournables. On a encore beaucoup d'industries aujourd'hui qui utilisent des contenants jetables et qui font des flux de transport, de palettes, etc. et qui jettent des contenants de manière assez conséquente. Donc ça, c'est vraiment un sujet où il y a des solutions. Alors, on parle de RFID depuis le début, mais il n'y a pas que la RFID, il y a bien sûr toutes les technologies IoT, donc typiquement du BLE, du LoRa, qui vont permettre de faire de la traçabilité non seulement indoor, mais outdoor. Et là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tracer des contenants retournables sur un flux qui va être, par exemple, client-fournisseur. Donc là, on arrive vraiment sur une logique de boucle ouverte où l'objectif, c'est de mettre en place des contenants qui vont permettre finalement de faire circuler des pièces, de transporter des pièces, mais sans être sur de la logique de jetable. Et il y a vraiment des solutions qui existent là-dessus. On a des solutions dédiées pour mettre en place ce type de solution. Et c'est vraiment des choses où il y a moyen d'optimiser et où l'industrie peut vraiment améliorer la logique. En plus, ça va permettre d'optimiser les transports, donc d'avoir aussi une visibilité sur la réduction de son empreinte carbone. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs dans ce type de solution. Pour ouvrir encore un peu, on va aller dans un autre secteur, le secteur du workplace management et facility management d'une manière générale. On parle d'économie circulaire, mais on parle aussi de numérique responsable. Je dirais que c'est aussi un pendant du sujet. Et donc, en fait, ne serait-ce qu'en mettant en place des solutions d'inventaire de ces équipements, donc nous, on propose par exemple des solutions de gestion d'immobilisation où un RFID va être capable d'identifier et d'inventorier un parc de matériel informatique, par exemple, et c'est également des sujets où on va pouvoir gérer du réemploi de la réutilisation. Puisqu'en fait, on va être capable de tracer des équipements, d'avoir toutes les informations sur leur date d'achat, leur durée de vie, etc., et même les opérations de réparation de la même manière qui vont être tracées, et finalement d'être capable après de savoir d'une part optimiser la durée de vie du produit, mais aussi faciliter le réemploi, la réutilisation. Il y a de plus en plus d'organismes qui permettent maintenant de recycler les matériels informatiques, de les réutiliser, etc. Et donc, cette traçabilité va aussi servir sur ces aspects-là. Je vais aller sur un dernier sujet qui me semble très important aussi, et après, je laisserai la place aux questions. C'est effectivement la gestion des déchets. La logique d'économie circulaire, c'est à la fois effectivement pour optimiser la gestion des ressources, bien sûr, et éviter de produire plus et finalement de réutiliser au maximum, mais c'est aussi la réduction des déchets finalement. Donc, sur cet aspect-là, nous, on est positionné depuis très longtemps sur ces sujets-là, parce qu'on fait partie du groupe Green Business International qu'on accompagne sur des solutions justement de gestion du tri, de bornes connectées pour optimiser le tri, notamment dans les entreprises. Et donc, effectivement, cette partie réduction des déchets, pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut savoir mesurer. Donc, ça concerne aussi bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça concerne aussi bien le secteur tertiaire qui, oui, est déjà dans des obligations de mettre en place du tri dans les bureaux et d'être capable de finalement optimiser ce tri. Donc ça, effectivement, Green Office propose des solutions dans ce domaine-là. Mais nous, on intervient aussi sur la partie déchets industriels. Et on voit de plus en plus
de clients, on met en place des projets pour être capable finalement de mesurer ces déchets, d'optimiser cette gestion des déchets et effectivement d'assurer que le tri se fasse bien en suivant. Donc là, c'est pareil, il y a une logique quand même de partage des données parce qu'effectivement, on a des clients, par exemple, qui nous sollicitent en nous disant une fois que le déchet, je l'ai bien trié, je voudrais être sûr de savoir qu'il a bien été réemployé, qu'il a bien, et d'avoir finalement le suivi après ce qu'on a fait nous en interne. On a optimisé le tri, super, on est capable de mesurer, de dire qu'on a optimisé, mais est-ce que derrière, ça a bien été exploité comme on le souhaitait? Donc, il y a une logique aussi d'ouverture des données sur cette partie-là qui est importante et qui doit se mettre en place par la suite. Et donc, pour terminer, effectivement, on parle d'automatisation grâce à la technologie RFID. Nous, on est aussi positionné sur les logiques d'optimisation du tri au niveau carrément des centres de tri et donc d'être capable d'équiper justement des systèmes de tri avec des systèmes de détection automatisés. Ça marche pour le textile, mais ça marche aussi pour d'autres types d'emballages. Et donc, c'est aussi un des enjeux, c'est de finalement optimiser la qualité du tri directement au niveau après du retraitement pour finalement pouvoir faire, comme expliquait Maud tout à l'heure, après, à partir de cette matière, d'avoir la meilleure qualité de matière en sortie du centre de tri pour pouvoir la réutiliser et refabriquer à partir de ces matières. Donc, c'est vraiment là, on voit un peu toute la chaîne depuis la partie production jusqu'à la partie réutilisation des déchets et réexploitation. Voilà, je pense que j'ai un petit peu balayé différents sujets et maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse Mélanie reprendre la main. Merci Marie-Hélène. Maud, il y a une question. Avez-vous des tags micro-ondes? Oui, tout à fait. En plus, Marie-Hélène y a répondu dans sa présentation, mais c'est vrai que oui, on a plusieurs formats. Et oui, tout à fait. Après, là où c'est plus compliqué dans le sujet des emballages réutilisables, c'est que les tags micro-ondes ont quand même une durée de vie qui est quand même plus limitée parce qu'ils sont plus sujets aux contraintes que des tags normaux. Dans le sens où quand vous faites chauffer votre contenant avec votre tag dessus, forcément, il travaille, on va dire. Donc, il a une durée de vie, vous ne pouvez pas le réutiliser autant de fois que vous pourrez réutiliser un tag standard hors micro-ondes, c'est-à-dire dans une utilisation aussi standard hors micro-ondes. Et donc, l'idée, si jamais vous voulez en effet équiper vos contenants réutilisables d'un tag micro-ondable, c'est possible, mais pensez bien à rajouter au milieu de votre cycle circulaire, quelque part, un check pour être sûr que votre tag soit encore utilisable et qui soit encore fonctionnel en fait. Mais en soi, c'est tout à fait envisageable. Merci. Ludovic, une question. Intégrez-vous le stockage des données, data, dans l'empreinte carbone? Pas sûr de bien comprendre la question, pardon. Si tu peux la relire ou qu'on puisse préciser le sens de la question. Intégrez-vous le stockage des données dans l'empreinte carbone? C'est Olivier. Est-ce que, si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez préciser? Ce qu'on peut dire, en tous les cas, c'est que le stockage de données dans le tag, si c'est ça la question, a peu d'incidence en termes d'empreinte carbone. Il n'y a qu'un identifiant unique dans nos tags RFID UHF. Donc non, l'incidence est faible, à moins que la question soit portée sur autre chose. Mais désolé, je ne suis pas sûr de comprendre le sens. On va voir s'il nous répond. Marie-Hélène, oui. Par où commencer pour mettre en place une démarche d'économie circulaire? Alors, je dirais qu'il y a des entreprises, et d'ailleurs nous, on a des partenaires qui sont spécialisés sur cette logique d'économie circulaire. Et il y a la possibilité de faire, par exemple, des ateliers, des brainstorming. Il y a plein de choses qui peuvent s'organiser pour finalement impliquer un peu tous les services, parce que c'est important, comme je disais, au niveau de l'économie circulaire, finalement, ça englobe beaucoup de choses, de pouvoir effectivement mettre en place une logique qui intervienne à tout niveau. Et donc, effectivement, il y a des partenaires qui sont capables de vous accompagner sur cette logique de brainstorming. Et nous, on est capable aussi, dans notre démarche par rapport à notre expérience, je vous montre plein d'applications, d'accompagner aussi nos clients en analysant leurs flux, puisque de toute façon, ça fait toujours partie de la première étape quand on met en place une solution IoT, c'est qu'on va analyser les flux, analyser la logique produit. Et donc, on accompagne aussi nos clients sur cette logique-là, d'être capable finalement par rapport à un process, de les accompagner dans cette démarche.
Ok. Et selon toi, quelles seraient les erreurs à éviter justement? Alors, je dirais qu'il y a un aspect qui me semble important, c'est que finalement, il ne faut pas forcément se dire comment je mets en place cette démarche comme, en fonction de comment je travaille aujourd'hui. Je pense que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut vraiment repenser son modèle économique. On est vraiment dans une logique où on va pouvoir imaginer des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux services, comme je disais, hein, souvent ça amène justement à développer des nouveaux services, donc ça favorise aussi le développement de l'entreprise sur des nouveaux services clients. Donc, il ne faut pas en fait se dire, se limiter à comment on fonctionne aujourd'hui, mais vraiment quelque part faire une remise à plat et se dire, je dois vraiment repenser ma façon de travailler dans cette démarche-là. Et voilà, pas se limiter à se dire, bon, comment je vais faire? J'ai des contenants aujourd'hui et il faut que j'arrête de jeter. Mais non, il faut vraiment tout mettre à plat et pas hésiter à repartir et à repenser son modèle économique. Ok. Ludovic, peut-être que vous avez d'autres pistes de réflexion dans les erreurs à éviter? Oui, je partage ce que vient de dire Marie-Hélène. C'est de toutes les façons, c'est un projet de management d'entreprise. C'est un changement de culture. C'est un projet qui est aussi managé par comment on dit en français, les policies, enfin les choix RSE de l'entreprise. Et puis, si vous ajoutez un flux RFID dans tout ça, vous avez un sacré changement dans l'entreprise. Ça impacte beaucoup, donc c'est une forte gestion de projet, ça nécessite des investissements et une identification forte du ROI pour qu'on puisse avoir, je dirais, une vision claire et de l'impact sur toute la chaîne logistique en définitive de l'entreprise, et pour éviter des écueils, des échecs qui finalement pourraient arrêter le projet. Voilà, tout le monde doit être mobilisé sur ce genre d'enjeu à tous les niveaux de l'entreprise, quoi. Ok, merci. Et une dernière question, Maud, existe-t-il des entreprises de réutilisation d'autres contenants que ceux pour les plats ou les produits alimentaires comme les bouteilles? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que là, j'ai cité 3 clients principaux qui utilisent les aliments comme fond de commerce. Mais il y a aussi, par exemple, l'entreprise Bout à Bout, qui ressemble finalement à celle qu'a citée Marie-Hélène, qui organise aussi tout le cycle de réutilisation des bouteilles. Donc, je crois qu'ils ont leurs bouteilles, mais surtout, pour nous, il y a beaucoup de contraintes sur les étiquettes pour qu'elles soient lavables, donc elles s'enlèvent dans les cycles de lavage automatiquement pour faciliter après la réutilisation des bouteilles. Donc, il existe Bout à Bout, par exemple, pour les bouteilles, ou une entreprise Soofut pour tout ce qui va être fûts inox plutôt, donc des fûts qui vont être réutilisés, là encore, qui tournent entre différents partenaires et puis voilà, qui sont bien contrôlés. Ok. Merci à vous pour votre présentation. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Je vous remercie d'avoir participé. Merci à ConnectWave. Merci Mélanie. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.